On connaît tous ces moments de grâce-là, ces moments dans lesquels on ne s'est pas vraiment inquiété du résultat final, simplement on était content de faire ce qu'on avait à faire, et ça fait « waouh, j'ai réussi à atteindre cet endroit-là ». Voilà, pour moi, l'ultime performance, c'est celle-ci. C'est celle dans laquelle je sais ce que je visais, j'ai posé un but, j'allais vraiment vers un endroit qui avait été identifié, j'avais éventuellement posé des balises intermédiaires qui me permettaient de savoir si j'avançais dans le bon sens, mais j'ai pas porté mon attention ni sur le but ni sur les balises intermédiaires, j'ai simplement tenté d'avancer le plus possible avec mes compétences et mon cœur, pour dire les émotions, sur ce que j'avais à faire journalièrement. Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain. Un podcast né de l'envie de valoriser les initiatives pour une entreprise à la fois plus humaine et plus responsable. En partageant les aventures de chercheurs éclairés qui bousculent les idées reçues et œuvrent au développement des entreprises et de leurs équipes. Également de leaders bienveillants et optimistes qui s'interrogent, se challengent, se trompent aussi, se dopent à la croissance et sont d'éternels créateurs d'opportunités pour leurs équipes, leur entreprise et leur environnement. L'objectif de ce podcast est donc de valoriser à la fois ces initiatives, mais également de faire naître, et ce pourquoi pas chez vous, ce moment où l'on se dit que c'est possible, que l'on pourrait peut-être essayer, que l'on a envie d'essayer de faire évoluer nos pratiques vers une entreprise plus épanouissante et certainement plus florissante. Et ce, que l'on soit collaborateur, manager ou dirigeant, car nous avons tous un rôle à jouer. Pour ce premier épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Dominique Steller, conférencier, titulaire de la chaire Mindfulness, Bien-être au travail et paix économique à l'École de Management de Grenoble. Auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier en date, riche et passionnant, Oser la paix économique. Un titre qu'il fallait oser. Prenant appui sur ses travaux de recherche et différents exemples de mise en œuvre dans les entreprises partenaires de la chaire, Dominique propose de replacer l'homme au cœur des organisations et les entreprises au cœur de la cité. Son propos est dense et pragmatique à la fois, des pistes de réflexion et d'action nombreuses dans lesquelles chacun d'entre vous pourra puiser. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté d'inaugurer ce podcast. Vous avoir, c'est un fort symbole à la fois de la vocation de ce podcast qui vise à promouvoir une entreprise plus humaine et plus responsable, ce qui est au cœur de votre sujet, et puis à la fois symbole de mon souhait de valoriser les initiatives et les entreprises de nos régions également. Et c'est vrai que vous êtes basé à Grenoble et ça c'est important aussi. C'est un point important pour moi parce que je travaille avec un collègue qui est de Montpellier qui s'est spécialisé dans les patrons de PMI, PME, et on se rend compte en discutant tous les deux à quel point il y a une vraie grande nécessité à inclure dans le territoire tous les travaux sur lesquels on avance et que ça ne reste pas juste des idées qui flottent dans des sphères importantes ou dans des entreprises qui sont les seules dont on parle, c'est-à-dire les grosses, alors que 97% des employeurs, ce sont des PMI, PME. Tout à fait, et que c'est les créateurs de emplois de demain. Tout à fait. Et donc, Dominique, vous œuvrez depuis plusieurs années à la fois en tant que chercheur et coach à un changement de paradigme qui vise à permettre à l'entreprise de retrouver son rôle initial, qui est contribuer au mieux au vivre ensemble et à l'épanouissement de toutes ses parties prenantes. Les résultats financiers restant une composante bien sûr majeure, mais ce n'est pas une fin en soi. En fait, c'est l'économie, comme vous le dites, au service de la société et non l'inverse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi ça vous paraît essentiel et quelles en sont les clés? Alors le pourquoi ça me paraît essentiel, c'est un long parcours en fait, puisque et dans mon parcours universitaire et professionnel, dans les différentes expériences que j'ai eues, je pensais pas un jour en arriver à me spécialiser sur des aspects liés à ce qu'on appelle nous la paix économique. Et surtout quand je suis arrivé, ça fait presque 20 ans maintenant que je suis à l'école de management de Grenoble, où j'étais très spécialisé au début sur les aspects de développement personnel, puis de stress, de bien-être, et tout doucement ça s'est ouvert. Et je me suis rendu compte combien, quand on parle d'économie, c'est comme si on parlait de quelque chose qui était déconnecté de la société, en fait. L'exemple que je prends le plus souvent qui permet de répondre à ça, si je veux raccourcir, c'est vraiment cette idée de se dire, si je regarde différents corps de métier dans la société, il y en a tout un ensemble pour lequel c'est évident que leur objet c'est de contribuer au mieux vivre ensemble. Si on regarde le corps médical et qu'on dit aux gens à quoi sert le corps médical, les gens vont vous dire apporter la santé. Ça ne leur pose
aucune question. C'est-à-dire que l'objet d'un médecin, d'une infirmière, d'un hôpital, c'est contribuer à la vie de tous les gens pour que ces gens aillent mieux. Si je regarde le corps juridique, ça va être la même chose. Les gens vont dire bon an, mal an pour apporter la sécurité. L'avocat, le juge, le policier, ainsi de suite. Et dès qu'on regarde le corps économique, on s'arrête à mi-chemin. Et le corps économique, c'est faire des biens et des services pour améliorer les richesses financières. Et ça devient une richesse financière comme une fin en soi. Mais c'est très très rare les gens qui vous disent et cette richesse financière a comme objet de venir contribuer au bien commun. C'est-à-dire que la fin du chemin semble ne plus se faire en fait. Elle s'est faite, je pense, par le passé, et elle semble ne plus se faire. Donc c'est vraiment... ça c'était un des points d'entrée. Comment on refait naître ça chez les gens ? Lié à ça, il y a toute la dimension de valeur et de sens au travail. C'est-à-dire que les gens se posent la question du sens au travail, et trop souvent, à mon goût, le sens au travail devient une question individuelle et intime. Ça ne veut pas dire que l'intime n'est pas important là-dedans, il l'est, fondamental, mais c'est surtout une question collective. C'est-à-dire que j'ai sens à mon travail parce que tout à coup, je recomprends que ce que je fais, quoi que je fasse dans l'entreprise, je le fais pour créer quelque chose de plus grand que moi, et ce plus grand que moi va être au service de la société. Même si le plus grand que moi, c'est le stylo que je tiens dans la main, c'est-à-dire quelque chose qui en soi semble pas extraordinaire, mais pour le créer, lui, il a fallu des dizaines de personnes qui ont travaillé en commun, qui ont mis leurs efforts en commun pour contribuer et qu'un jour, moi, je puisse utiliser ce stylo. Et là, on voit bien qu'on a une entreprise qui se remet au service et donc qui redonne du sens aussi à ses salariés et qui redonne du sens à un moment donné à ses dirigeants, puisque les dirigeants, finalement, qui viennent travailler avec nous, c'est ce qu'ils disent. Ils nous disent un jour, mais comment on fait pour faire du business différemment ? Parce que si on continue tel que c'est là aujourd'hui, ça ne va pas fonctionner. Cette reconnexion à l'utilité, elle reste cependant parfois complexe. Vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage sur la paix économique. Et vous le dites très justement que même pour des collaborateurs finalement très proches du terrain, très proches de cette utilité, petit à petit, on les en a déconnectés. Ils l'ont perdu de vue. Oui, complètement. Même la personne qui a un acte physique dans son métier, dont le métier est de produire un acte physique, à un moment donné, et ça part de loin, si on reprend tous les processus d'industrialisation, le taylorisme, etc., on voit bien qu'il y a petit à petit une déconnexion du sens du geste que je suis en train de mettre en place. Le geste perd complètement son sens et il perd son sens de contribution. Donc je deviens petit à petit un objet de production, un acteur de production dont le seul objet c'est produire un petit peu plus et à qui petit à petit on a réussi à faire croire que s'il produit plus il gagnera plus et que s'il gagne plus il sera plus heureux. Ce qui faisait partie des deux propos du capitalisme dans son point de départ, qui était de dire on a deux promesses, on vous fait deux promesses, si on met en place le capitalisme vous gagnerez plus d'argent et vous serez plus heureux. La première partie n'a pas trop mal marché, la deuxième partie un petit peu moins. Ce qui me permet de revenir sur votre première question, c'est l'objet même de l'entreprise pour moi, il est réellement d'avoir une entreprise compétitive, performante et efficace. En la gardant dans ce rôle elle a nécessité à être performante, efficace et durable parce que elle est fondamentale pour la société. Et justement ça, c'est pour vous, c'est un atout ou c'est une contrainte dans un environnement ultra compétitif, un environnement souvent complexe, sous tension. Vous parlez dans le livre, vous parlez des expressions « l'homme est un loup pour l'homme, seuls les plus forts survivent ». Comment est-ce qu'on fait cohabiter tout ça ? Je pense qu'on a besoin d'entrer par plusieurs portes. Nous, là, on est à la porte 2018 qui dit on a un lieu de recherche avec des chercheurs qui travaillent, qui se mettent en lien avec des partenaires entreprises. Et une grosse partie de notre travail, c'est comment on essaye d'éclairer des angles morts qui correspondent la plupart du temps à des croyances qu'on a développées et qui deviennent des vérités alors qu'elles ne sont que des représentations de la vie. Par exemple, l'homme est un loup pour l'homme, donc, ou la compétition est seule mère de réussite, que je dois citer de cette manière-là aussi dans le livre. Et ça devient, et ces petites phrases deviennent des croyances, et ces croyances deviennent des vérités, comme si plus rien n'était faisable autrement. Une grosse partie de notre travail, pour répondre à la question de comment on œuvre pour ça, une grosse partie de notre travail à nous, c'est de dire, allons questionner ça. Commençons à éclairer différemment. Montrons que dans d'autres champs de recherche, dans d'autres entreprises, dans d'autres lieux géographiques, dans d'autres temporalités, ça ne s'est pas passé de cette manière-là, et que si ça ne s'est pas passé de cette manière-là, c'est que ça n'est pas une réalité, c'est que c'est simplement une construction particulière d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un point à partir de nous. Et je pourrais dire que c'est le point très court terme. Il y a un vrai engagement très court terme à promouvoir et à pousser dans ce sens-là. Il y a le point très opérationnel, nos partenaires entreprises, les entreprises qui financent la recherche,
toutes ont décidé de mettre en place des projets qu'elles mènent au long cours, avec nous en accompagnement. Et dans ces projets au long cours, nous, on travaille sur le pan académique pour dire, regardez, ça peut marcher différemment. Et les entreprises travaillent sur le pan opérationnel. Elles disent, voilà, on va complètement transformer un site de production, des lignes de production, un système de paye. Je pense à ça parce qu'il y a une entreprise qui a retravaillé entièrement une PME sur son système de paye à partir d'un travail d'intelligence collective. Donc on voit bien qu'il n'y a pas seulement des aspects de développement personnel, ça peut être très opérationnel. Une entreprise qui travaille sur qu'est-ce que c'est qu'un acheteur collaboratif, qui permet aux fournisseurs d'entrer dans la chaîne de valeur. Donc les entreprises, elles font la même chose que nous, c'est-à-dire qu'elles rééclairent de nouveaux pans en disant on va prendre des contre-pieds, bousculer des choses et montrer que c'est possible de faire différemment. Et pour la plupart d'entre elles qui travaillent avec nous, en plus elles réussissent, c'est-à-dire qu'elles sont performantes, elles améliorent leur chiffre d'affaires, elles améliorent leurs bénéfices, tout fonctionne beaucoup mieux à l'intérieur de ces entreprises-là. Mais ces deux endroits-là ne sont que le court terme, je pourrais dire, le court et moyen terme. Il me semble qu'il y a un long terme, peut-être bien qu'il est très long d'ailleurs, puis je vais aller assez vite où je pense, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et ce long terme, pour moi, il correspond à comment est-ce qu'on éduque nos enfants pour que nos enfants soient suffisamment équipés petit à petit pour que le jour où ils deviennent adultes, ils soient des adultes épanouis, capables de nous proposer un autre monde économique. Dans une émission à la radio, à la RTBF en Belgique, je me souviens avoir dit à un moment donné, il est trop tard pour nous. Et une auditrice a appelé en disant, mais non, il n'est pas trop tard, la preuve, vous êtes là et vous avancez. Et ma réponse était de dire, oui, je ne suis pas en train de dire il est trop tard au sens, on ne peut rien y faire. Ce n'est pas du tout mon propos. Au contraire, il faut qu'on soit, nous, engagés pour permettre que dans 20, 30 ou 40 ans, des enfants aient eu le temps de s'équiper correctement pour mieux faire. Mon trop tard voulait dire, on est, nous, pris dans ces croyances-là. Et même quand on les éclaire un peu, c'est sacrément compliqué d'en sortir. J'ai un parcours, moi, d'hyper-compétiteur. Et quand on a un parcours d'hyper-compétiteur, c'est super dur de faire un pas de côté et de bien vouloir en sortir. Par contre, si je commence à éduquer des enfants avec d'autres manières de faire, d'autres comportements, d'autres rapports sociaux, j'ai une chance que dans 20 ou 30 ans, eux soient capables de proposer quelque chose que je n'imagine même pas aujourd'hui. Vous parlez d'ailleurs dans votre livre de la coopétition qu'on entend régulièrement, c'est ça l'avenir ? En tout cas, je dirais pas c'est ça l'avenir parce que j'aime pas trop caler des cases. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est que l'avenir soit quelque chose qui arrive à se coller un peu plus à la réalité plutôt que de passer du temps à tenter de créer de la représentation de ce qu'est la réalité. Parce qu'on passe notre vie à créer des représentations de ce qu'est la réalité. Puis on le voit bien parce que à chaque fois qu'on change de cadre social, on arrive dans d'autres réalités, on est déstabilisé, soit parce qu'on change d'emploi, soit parce qu'on change de statut, et on est obligé de recréer une nouvelle réalité. Donc l'avenir pour moi, ça serait quelque chose qu'on a évoqué en aparté tout à l'heure, ça serait un dirigeant qui est capable de dire, voilà, je sais que là je suis très puissant, je sais que là j'ai plus de fragilité ou plus de difficultés, je m'adjoins quelqu'un qui va m'aider à cet endroit-là. Ça serait quelqu'un qui soit capable de dire, je laisse ouvert le droit au désaccord, qui est un point compliqué dans l'entreprise. Et quand je dis je laisse ouvert le droit au désaccord, ça veut dire le droit au désaccord, ça veut donc dire qu'en face de moi, je vais peut-être pas être content quand on me dit quelque chose. Je laisse ouvert le droit à la réussite, je laisse ouvert le droit à la joie, je laisse ouvert tout un ensemble de choses, mais qui vient coller avec ce qui est effectivement en train de se passer, plutôt que de passer de temps à vouloir correspondre à quelque chose de prétendument meilleur, joli, efficace. C'est quoi l'outil pour ça ? Comment est-ce qu'on peut avancer sur ce chemin-là ? Nos enfants auront l'éducation, mais nous... Alors, l'éducation, de toute façon, est dedans. Pour moi, c'est l'axe majeur. Après, cette éducation, on peut prendre plein de formes différentes, à des âges différents. Mais c'est clair que l'un des pans qu'on a choisi, nous, ça a été de travailler sur la pleine conscience. Et moi, j'arrive à la pleine conscience après l'ensemble de mon parcours. Alors, ça fait très longtemps que j'ai une pratique personnelle, mais j'y arrive en tant que chercheur et en tant qu'intervenant en entreprise simplement parce que à chercher continuellement quel est le plus petit dénominateur commun qui me permettrait de travailler sur cette question de comment je me rapproche au mieux de la réalité, qui d'ailleurs peut être la mienne, puisque mon sujet de départ, qui est toujours très présent chez moi, c'est vraiment ce lien intime entre force et vulnérabilité. Le plus petit dénominateur commun, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en français pleine conscience, c'est-à-dire cette capacité à observer ce qui est présent, à accepter que c'est présent, à ne pas porter jugement sur le fait que c'est là, pour pouvoir en fin de chaîne m'adapter et agir de la manière la plus juste, au sens de justesse possible. D'accord, donc la pleine conscience, pour vous, c'est un outil que vous utilisez, que vous développez, vous accompagnez les dirigeants sur le sujet ? Oui, avec le petit mot que je vais recaler, qui n'est pas tant un outil, mais il n'y a pas de souci, qui est vraiment, c'est vraiment au-delà d'un outil. Et outil, je le recale parce que
comme l'entreprise fonctionne avec des outils, c'est sa nature même de fonctionner avec les outils. Quand elle voit une approche comme celle-ci, elle a tendance à en faire un outil. Et donc, elle risque l'instrumentalisation de l'outil. On le voit très bien, les entreprises qui, il y a 5 ans, n'avaient aucune idée de ce qu'était la pleine conscience, qui, il y a 4 ans, ont commencé à entendre parler de mindfulness, mais pleine conscience n'était pas dissible en France, ça faisait trop hurluberlu. Maintenant, pleine conscience est possible, et il y a pas mal d'entreprises qui mettent en place la pleine conscience, et on voit bien que très très vite, sur un principe économique, elles disent, si vous faites ça, quel est l'objectif, qu'est-ce qui va en sortir, comment je vais améliorer les choses. Je pratique la pleine conscience parce que je réduis le stress, parce que je vais améliorer la satisfaction, parce que ça, et si possible, j'aimerais voir les impacts économiques derrière en réduction de coûts, en amélioration de profit. Et une grande partie du propos de mon ouvrage, c'est de dire attention, sur cette pratique-là, on ne peut pas avancer de cette manière-là. Pour des tas de raisons. Pour une raison très pragmatique de la pratique personnelle, c'est que si vous vous asseyez et que vous tentez une pratique personnelle et qu'au moment où vous asseyez, vous dites je vais m'asseoir pour pratiquer, pour me détendre, normalement, vous allez passer votre temps de pratique à mesurer si oui ou non vous êtes en train de vous détendre, ce que fait une entreprise, elle mesure. Et qui dit mesure, dit mise en tension, puisque vous allez tenter d'évaluer, et en tout cas dit je quitte ma réalité, puisque je projette pour voir si je commence à aller mieux que ce que j'ai dans le passé. Donc je fais des allers-retours sur mon passé, mon futur, et à faire des allers-retours sur mon passé, mon futur, je quitte mon présent, ce qui est la définition presque exacte des situations de stress. Donc c'est vraiment une approche générique dont l'objet est de nous ramener à quelque chose de fondamental, qui est finalement de dire c'est parce que je fais bien ce que je sais faire que j'ai une chance que la performance émerge. Mais la performance arrive de surcroît, c'est un complément, c'est un sous-produit de mon acte bien fait. Donc l'important, c'est de savoir détecter ce qu'on sait bien faire. Tout à fait. En avoir connaissance. Tout à fait. Et pouvoir l'utiliser dans son travail. Exactement. Et si je le disais d'un point de vue managérial, c'est pour le manager être capable de mettre en sécurité les gens qui travaillent dans son équipe, qui serait le premier besoin humain, sentir que je suis en sécurité, parce que sans ce besoin-là, je vais avoir beaucoup de mal à fonctionner, je vais me retrouver en situation de danger. En situation de danger, on sait très bien que l'animal que nous sommes va avoir tendance à faire attention plus à sa survie qu'à ce qu'il est en train de produire. Donc d'abord, ce manager me met en sécurité. Quand il m'a mis en sécurité, il va pouvoir maintenant envoyer des signes de reconnaissance. Si le signe de reconnaissance arrive dans le danger, normalement, il n'aura pas d'impact. Et le signe de reconnaissance est fondamental. Quand je faisais des audits du stress, c'est un des marqueurs principaux. Les gens disaient, mais en fait, on ne me remercie jamais. Tout juste si on me dit bonjour, mais on ne me remercie pas. Donc, je suis en sécurité, je reçois des signes de reconnaissance, et le dernier rôle du manager, c'est créer toutes les conditions nécessaires à ma capacité créative, quelle qu'elle soit, quel que soit son niveau, quel que soit son geste, même si son geste, c'est de parler, en fait, peu importe. Et là, on a quelque chose qui va permettre à la personne de pouvoir porter réellement son attention sur bien faire ce qu'elle sait faire. On connaît tous ces moments de grâce-là, ces moments dans lesquels on ne s'est pas vraiment inquiété du résultat final, simplement on était content de faire ce qu'on avait à faire, et ça fait « waouh, j'ai réussi à atteindre cet endroit-là ». Voilà, pour moi, l'ultime performance, c'est celle-ci. C'est celle dans laquelle je sais ce que je visais, j'ai posé un but, j'allais vraiment vers un endroit qui avait été identifié. J'avais éventuellement posé des balises intermédiaires qui me permettaient de savoir si j'avançais dans le bon sens, mais je n'ai pas porté mon attention ni sur le but ni sur les balises intermédiaires, j'ai simplement tenté d'avancer le plus possible avec mes compétences et mon cœur, pour dire les émotions, sur ce que j'avais à faire journalièrement. Là, vous parlez à mon cœur, pour le coup. Là, ça me parle beaucoup et ça me paraît effectivement une approche... je dirais pleine de bon sens, mais dans tout ce qu'il a d'utile et dans tout ce qu'il a de simple aussi. C'est bien aussi des approches simples. Totalement, c'est totalement centré sur la simplicité de la vie, en fait. Alors, de temps en temps, quand j'entends résonner dans ma tête les mots que je viens d'utiliser, pour des gens très pragmatiques, très ingénierie, etc., ça peut être des mots un peu lointains. Alors, généralement, quand on m'emmène à cet endroit-là, je reviens avec mes propres anecdotes d'anciens officiers, pilotes de chasse de la Marine nationale, pour qui mon job était d'abord un job plutôt d'ingénieur et de quelqu'un qui mettait en œuvre des applications très très pratiques. Et on voit bien que dans ces dimensions-là, c'est exactement la même chose. Quand vous appontez sur un porte-avions, on vous dit, ton but, c'est de te poser là-bas, mais il va falloir l'oublier parce que c'est très dangereux et c'est tout petit, donc si tu le regardes trop, tu vas avoir peur. Tu as des objectifs qui sont ta vitesse, ton tangage, ton roulis, ta pente qui est donnée par l'indicateur qui est sur le porte-avions. Et puis l'officier de pont d'envol vous apprend très vite une chose fondamentale. Il vous dit, si tu portes bien ton attention à bien faire dans le cockpit tout ce qu'on t'a appris à faire,
Un bon appontage est un appontage pour lequel tu es surpris. C'est-à-dire qu'au moment où ça va pas, que tu dis « Oh, je viens de toucher ». On a la même chose dans tous les lieux de performance, qu'ils soient professionnels ou non. Si je reviens à quelque chose que vous avez dit un peu avant, en fait, on constate effectivement depuis quelque temps la montée du stress, la multiplication des burn-out, on s'en parle partout, les risques psychosociaux, et on voit fleurir dans les entreprises des politiques de bonheur au travail, de bien-être au travail, de qualité de vie au travail. Parallèlement, j'ai le sentiment de ce que je peux de retour des dirigeants, des collaborateurs que je rencontre au quotidien, qu'on garde cette culture de la dureté du travail, malgré tout. Et puis, là, c'est pas un sentiment, c'est prouvé par des études, on constate quand même une forme de désengagement du travail des collaborateurs. Donc, quelle est votre lecture de tout ça ? Alors, il y a deux... Ouais, désengagement et stress. Il y a deux choses un peu différentes pour moi. La première, c'est la représentation de qu'est-ce que c'est que le travail. Si on garde en tête que ça fait plus de 2000 ans que ce mot travail, qu'il soit en français ou dans les autres langues au moins européennes que je connais, c'est un mot qui est relié à la souffrance d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le labeur anglais ou italien, ou que ce soit dans le travail français. Quand ce mot, si je le redis rapidement, tripalium, mot latin qui parle d'un instrument de torture à 3 branches sur lequel on empale les braves gens, qui va devenir un peu plus tard au Moyen-Âge le travail, sous-entendu les souffrances de la femme en couche, c'est-à-dire bien des souffrances qu'on a gardées aujourd'hui, c'est toujours le travail, qui deviendra aussi le travail au corps quand on torture les gens à partir du Moyen-Âge, qui est aussi toujours présent chez les boxeurs, on travaille bien un boxeur au corps, et qui va devenir le mot qui évoque mon activité professionnelle bien plus tard, ça n'apparaît que vers le 14e, 15e, si je ne dis pas de bêtises. Si on voit cette historique-là, c'est super compliqué de pouvoir se déconnecter de 2000 ans d'histoire et de dire non, mon lieu de travail, c'est pas un lieu dans lequel je vais souffrir. Ça serait un premier point. Le deuxième point, c'est bien-être au travail ne dit pas pour moi tout va toujours bien. Bien-être au travail dit pour moi comment j'intègre, comment je m'engage, comment je contribue au lieu dans lequel j'ai une dimension professionnelle, en apprenant à traverser au mieux toutes les situations que je rencontre, c'est-à-dire la vie au plus standard. Et dans ce lieu professionnel, je vais traverser des situations agréables, et il faut que j'apprenne à les traverser. L'autre indicateur, à part le stress et le burn-out, c'est les gens qui disent « je ne suis pas reconnu ». Donc on voit bien que toute la dimension de célébration positive de ce qui se passe dans l'entreprise, elle est difficile à prendre en compte. Puis un exercice que je fais souvent avec des managers, c'est quand on est en groupe, c'est de leur dire vous allez lever et faire un compliment public à une personne dans la salle, et on voit bien que ça génère une tension très forte. Donc c'est vraiment comment je vais pouvoir traverser les bons moments, comment je vais traverser les moments gris, les moments dans lesquels c'est assez neutre et il ne se passe pas grand-chose, comment je fais pour que tout le système ne s'effondre pas dans ce moment neutre, et surtout comment j'apprends à traverser tous les moments de tension, puisque le lieu principal de notre stress, c'est un stress relationnel. Et on est très peu éduqué, personne ne nous apprend, personne ne nous éduque à faire face aux tensions, aux conflits plus ou moins violents. Si ça, j'apprends à le développer, si je m'équipe à pouvoir traverser tout ça, maintenant j'ai une possibilité de bien-être réel. Pas dans une vie projetée comme souvent les gens l'imaginent quand on parle de qualité de vie au travail ou de bien-être au travail, c'est-à-dire un lieu dans lequel tout irait bien tout le temps, qui n'est pas la vie, mais dans une vie réelle, c'est-à-dire celle qui, de temps en temps, a des lieux très agréables, de temps en temps des lieux neutres et de temps en temps des lieux conflictuels. Donc ça, c'était vraiment pour comment aborder la dimension de bien-être. Un autre point qui est important, qui est en lien entre les deux, qui serait bien mis en valeur par la petite phrase de « c'est pas parce que rien ne va mal que tout va bien », qui est un autre travers de l'entreprise pour moi, qui a tendance, comme elle fonctionne de façon assez mécanisée sur une dimension ingénierie, qui a tendance à croire que si je résous les problèmes, les gens iront bien. Et non. Je suis sûr que n'importe quel auditeur qui va entendre ma voix a en tête des moments dans lesquels rien ne semblait aller mal, tout fonctionnait bien autour de lui, et pour autant il se levait le matin en disant « je me sens pas très bien, il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien ». Ce qu'on connaît très bien en psychologie, qui est assez banal, qui est qu'on n'est pas sur le même continuum. Mes sensations négatives sont sur un continuum, mes sensations et mes émotions positives sont sur un autre continuum. Et si je veux aller bien, il va falloir que je mette en œuvre des activités qui vont venir chez moi développer des émotions positives. Donc il y a vraiment tout un travail dans l'entreprise sur la résolution de problèmes pour réduire les tensions. Et il y a un deuxième travail sur qu'est-ce qu'on met en œuvre pour améliorer la dimension positive. Ça, c'est encore un point qui n'est pas très simple à faire entendre dans le monde du travail, et pour ne pas perdre le fil, qui est bien entendu en lien avec la première partie, c'est le travail doit être un lieu dur, doit être un lieu où tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ça veut dire, si je n'ai pas sué pour réussir,
ça n'a pas de valeur. Ce qui, bien entendu, aujourd'hui, pour n'importe quel ingénieur, est complètement idiot. Une machine a d'autant plus de valeur qu'elle consomme le moins d'énergie possible pour produire ce qu'elle a à produire. Et si j'ai une machine qui consomme beaucoup d'énergie, qui dégage beaucoup de chaleur, qui produit beaucoup de frottement, ce qui est notre cas quand on travaille dans la souffrance, finalement, elle n'est pas du tout performante par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et puis enfin, il y avait la question du désengagement. Elle est complexe aussi, mais elle revient à une partie de ce que j'évoquais tout à l'heure. Si la seule chose qu'on me propose comme paradis, c'est d'imaginer que je ne peux aller bien que dans un temps hors de mon temps professionnel, c'est-à-dire gagner plus pour avoir un temps de loisir qui sera meilleur parce que j'aurai les moyens de consommer plus, on voit bien ce que ça donne. C'est-à-dire que je vais passer 90% de mon temps, non pas à prendre plaisir à faire ce que j'ai à faire, mais à le faire le plus vite possible en tentant de gagner plus, parce que j'ai ce fantasme que quand mon week-end sera là ou mes vacances seront là, j'irai mieux parce que je pourrai acheter plus. Ce qui, pour la plupart d'entre nous, et l'expérience de chacun pourra le prouver, ne marche pas. Et le réengagement, finalement, se met en place quand viennent se remettre en place tous les grands axes de la dimension humaine, que sont la coopération, la bienveillance, l'envie d'être ensemble, l'envie de produire. Ça va me faire parler d'un mot qui est peut-être un gros mot pour certaines personnes, qui est la dimension de spiritualité, ou que j'aborde dans le livre et que l'entreprise ou que le monde du travail, surtout en France, a beaucoup de mal à aller toucher. Donc je donne une piste quand on est sur spiritualité pour faciliter la possibilité de le toucher. Et spirituel, pour moi, le fait de pouvoir à un moment donné me rapprocher d'autres personnes et de produire avec elles quelque chose de plus grand que moi. C'est le premier pas de la spiritualité. Je ne suis pas seul, je suis en connexion avec quelqu'un et avec ce quelqu'un je vais produire quelque chose qui va servir au collectif. Là, l'engagement se remet en place. Nous connecter à l'autre pour accomplir ensemble quelque chose de plus grand que soi. Vous avez, Dominique, parfaitement résumé l'objet de mon intention lors de la création de ce podcast, et je vous en remercie. Tout ça est très riche. Je laisse à chacun d'entre vous la liberté d'en garder ce qu'il souhaite, d'y revenir, d'approfondir, en se plongeant dans l'ouvrage de Dominique Oser la paix économique. Vous y trouverez des propositions et pistes d'action issues de ses travaux de recherche et des exemples de mise en œuvre dans les entreprises partenaires de la chaire de Mindfulness, Bien-être au travail et paix économique à l'école de management de Grenoble. Je vous donne pour ma part rendez-vous pour la suite de l'interview de Dominique dans le prochain épisode du podcast L'entreprise de demain. Nous irons plus loin sur le chemin de l'entreprise épanouissante et donc florissante. Dominique partagera sa vision du leader de demain et de son rôle, de la nécessaire transformation de l'entreprise, ainsi que de l'importance de la prise de conscience et l'acceptation de la complexité dans laquelle nous évoluons en tant qu'organisation et en tant qu'humains. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast L'entreprise de demain sur iTunes et suivez son activité en rejoignant le groupe podcast L'entreprise de demain sur LinkedIn. Si vous pensez que ça peut intéresser vos collègues, confrères ou partenaires, partagez-le et sachez que le meilleur moyen de le faire connaître est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Ça permettra à d'autres de le découvrir. Et je vous en remercie. Vous avez vous aussi certainement de connaissances de chercheurs éclairés ou de leaders bienveillants et optimistes dont les recherches et expériences seraient inspirantes. Faites-le moi savoir en m'adressant un email à l'adresse que vous trouverez sur iTunes. Je serai ravie de les contacter de votre part. Merci pour votre écoute et à très bientôt.